un podcast Orso Média. Alors je ne voulais pas du tout être créateur de contenu, même si aujourd'hui j'adore ça. Et tout début c'était Instagram où j'ai commencé à partager mon histoire, mes difficultés, mes faiblesses. Et au début je montrais pas mon visage, j'avais la tête baissée. Il y a le Huffington Post qui a repris un de mes posts. Et en fait j'ai posté une première photo qui a fait un gros buzz. C'est cette photo que le Huffington Post a repris, que plein de médias ont repris ensuite. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai la grande joie et le plaisir de recevoir Steve Unkponu, connu aussi sous le pseudo The Black Hat. C'est ça, hein? The Black with the Black Hat. The Black with the Black Hat. Et d'ailleurs, il est en face de moi avec son mythique chapeau noir magnifique, d'ailleurs. Ça va, Steve? Écoute, ça va super, et toi, Chris? Merci beaucoup. Super bien. Avant, c'était The Black with the Black Hat, maintenant, c'est le consultant au chapeau noir. C'est marrant, hein? Donc t'as renommé le consultant au chapeau noir? Les gens m'ont renommé le consultant au chapeau noir. C'est parce qu'ils ont un sale accent anglais, sûrement. Peut-être. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là. Je suis ravi de te recevoir. On a pas mal de connaissances en commun, ce qui a facilité ton arrivée là devant moi. Je suis hyper content de te recevoir. Pareil. Question un peu traditionnelle, Steve. Tu nous racontes un peu ton enfance, où t'es né, d'où tu viens, où est-ce que t'as grandi? Ok, oui, bien sûr. Alors, je suis né au Bénin. Pour les gens qui savent pas, c'est un petit pays en Afrique de l'Ouest. Un tout petit pays. Je suis né au Bénin. J'ai grandi au Bénin jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, je devais rester au Bénin, mais j'avais un talent. Je savais jouer au football. J'ai été repéré. Oui, j'ai été repéré en fait par des éducateurs sportifs. Et j'ai rejoint l'AGIA, donc à Auxerre, le centre de formation de Auxerre, pour intégrer le centre de formation. Ok, donc Bénin, Auxerre, Bénin, Guirou. Voilà, Bénin, Guirou. Et écoute. Oui, et t'as été repéré par des agents du club d'Auxerre, ou c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des scouts. C'est des recruteurs. Des scouts. Oui, des scouts. Exactement, c'est ça. Okay, en anglais, c'est des scouts. Oui, c'est des personnes qui étaient là. Donc tu devais vraiment avoir un bon niveau. J'étais plutôt pas mal. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais j'étais plutôt pas mal. Et donc à quel âge t'arrives à Auxerre? 14 ans. Ok. 14 ans, j'arrive à Auxerre et je reste dans le centre de formation, et quelques mois plus tard, je me fais tacler. Je tombe. Et ce qui arriva. En fait, on me décèle une maladie génétique qu'ils ne savaient pas, en fait. Donc, il s'appelle la HLA-B27. Et c'est la spondylarthrite ankylosante. Et en fait, dans cette maladie, il faut savoir qu'il y a 3 niveaux. Il y a un niveau où c'est OK. Il y a un niveau où c'est OK plus. Et t'as un niveau où c'est OK. C'est vraiment terrible, tu vois. Et ça touche 1% de la population française. Et moi, j'ai touché le jackpot. C'était le 1%. Et donc, je ne pouvais... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'en souvenais plus. Blackout total. Je perds connaissance. J'arrive pas à me relever. Et en fait, à un moment, quand j'ouvre les yeux, je suis couché à l'infirmerie. Et mais pour bien comprendre, je veux dire, tu t'es fait tacler. Bon, au foot, on se fait tacler assez souvent, mais t'as eu une blessure liée à ce tacle. On va dire que l'état dans lequel t'as mis ce tacle a été particulier, inquiétant, et c'est ça qui a permis aux médecins de déceler cette pathologie? En fait, il ne l'explique pas vraiment. C'est un choc. Oui, en fait, je suis tombé du mauvais côté. Enfin, c'est un choc violent qui a été. Et l'état, le choc qui s'est passé a fait que je n'ai pas pu. Il y a une réaction de mes articulations, une réaction de mon corps. Je n'ai pas pu me relever. Et ils ont fait des tests pour comprendre pourquoi j'arrivais pas à me lever, parce que ce genre de tacle, c'est pas que j'avais une rupture des ligaments croisés ou pas. En fait, ils n'arrivaient pas à comprendre. C'est au niveau de la hanche, en fait, où j'avais une entaille, et ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi. Et en fait, j'ai des articulations qui sont assez fragiles. Et donc, ils m'ont fait des tests sanguins et tout le reste. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que j'avais cette maladie.
Ok, donc cette maladie, quels sont ses symptômes parce que tu l'avais depuis tout petit finalement. Oui, donc, mais on savait pas. En fait, les symptômes, c'est à chaque fois je dis c'est comme si c'est comme si au niveau des articulations, t'as une personne qui prend une aiguille ou un couteau et qui n'arrête pas de te taper dessus. Tu vois, donc c'est des douleurs très 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 vives et qui ne s'arrêtent pas. Ok. Et depuis ce tacle, t'étais vraiment du coup immobilisé. Tu pouvais plus remarcher. Oui, je ne pouvais plus remarcher. Donc c'était la veille, je pouvais courir et je courais très 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 vite. D'ailleurs, on en parlera après par rapport à mon fils. Je courais très très très. Tu jouais quel poste? J'étais arrière latéral gauche. D'accord. Ouais, donc je courais très 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 vite et donc je pouvais même plus me relever et ça a été le parcours du combattant. J'ai fait j'appelle ça la tournée des hôpitaux avec mon père, avec ma mère aussi, mais beaucoup avec mon père. Et en fait, on a vu les chirurgiens au Auxerre. Après, on a été en Île-de-France, à Paris, à Pitié-Salpêtrière, et tout le monde disait que je ne remarcherais pas. Donc en fait, le but c'était plutôt de m'opérer pour que je ne souffre plus. Plutôt que je ne remarche. En fait, ils étaient tous formels. C'était le même verdict. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que bon, voilà, t'es venu en marchant quand même, donc ça veut dire qu'au final, ça s'est bien terminé. Oui, alors pour moi, c'est paradoxal. Pour moi, c'est le meilleur jour de ma vie ce jour-là. En fait, c'était en 98. En plus, c'était pendant la Coupe du Monde. C'était très 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 dur pour moi. Enfin, je suivais le foot du coup après à l'hôpital mais pour moi c'était le meilleur jour de ma vie dans le sens où j'ai appris que tout était possible. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une personne, il suffit d'une personne, il y a une personne qui croyait en moi. Déjà mon père était dans le déni, mais à l'époque je savais pas que c'était un déni, j'étais trop jeune pour savoir ce que c'était. Et mon père il me disait c'est la réalité des médecins quand le dernier professeur à la Pitié-Salpêtrière qui a opéré Ronaldo, le Brésilien à l'époque lui dit votre fils il marchera plus. Il dit en fait c'est votre réalité, c'est pas la réalité de mon fils. Et il dit écoute tu vas marcher mon fils. Et je pense que le fait de m'avoir dit ça a provoqué quelque chose en moi. Je dis pas que tout le monde peut marcher mais vu que j'avais pu le faire, j'ai été ensuite en centre de rééducation et j'avais un infirmier, en fait un kiné qui s'est renseigné, qui a dit écoute c'est une maladie, c'est vrai, c'est très grave, mais tu peux remarcher et on va faire en sorte. Et donc d'ailleurs je me raconte beaucoup en détail dans le livre. T'as écrit un livre, on en parlera juste après. Ouais. Et j'ai ce kiné qui franchement qui m'a sauvé la vie, il s'appelle Nicolas. Et on a fait toutes des stratagèmes. Qui a cru lui aussi, donc qui a cru en moi, voilà. C'est un peu la loi de l'attraction que tu connais sans doute. C'est un peu ça. C'est beaucoup de la loi de l'attraction et en fait c'est vrai que moi je dis il y a pas de secret aussi, toute proportion gardée quand je dis ça, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de kiné, beaucoup de natation, beaucoup de sport, j'en faisais beaucoup plus que les autres parce que j'avais qu'une envie, c'était remarcher. Et j'ai eu de la chance. J'ai réussi à remarcher après. Et t'as pu remarcher combien de temps après cet événement? Un an et demi après, j'ai réussi à attaquer des béquilles. Donc ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps. Ça a pris du temps et avant ça, fauteuil quoi. C'était fauteuil. J'arrivais à rester debout au bout d'un an, mais vraiment à remarcher avec des béquilles. Oui, c'était un an et demi. Et aujourd'hui, cette maladie, elle est traitée, elle a peut-être pas disparu, j'imagine, mais tu vis avec? Oui, je vis avec, en fait. Donc, avant, j'avais des médicaments que je prenais tous les jours. Et j'ai de la chance il y a de plus en plus de personnes qui ont cette maladie. Il y a les progrès de la science qui ont fait que je suis tout le temps, je suis à l'hôpital, je suis à Cochin tous les mercredis et j'ai un check-up et je me fais là, encore aujourd'hui, tous les mercredis, tu passes par la case piqûre. Exactement, je me fais piquer, il contrôle tout pour voir si c'est OK ou pas. C'est devenu un contrôle de routine pour moi, je me lève à 8h, j'y vais, et puis voilà, après j'enchaîne ma journée et ça va. Et t'as pas eu d'alerte depuis? J'ai une grosse alerte l'année dernière, j'ai passé 2 semaines encore Ah ouais? Oui, j'ai passé 2 semaines. Suite à un choc aussi ou? Non, je pense que c'est tu sais en fait il y a plusieurs c'est un peu une maladie pour les personnes âgées. Donc il y a la température, l'humidité, le froid qui peut provoquer et aussi il y a la fatigue physique et c'est vrai que
je ne sais pas, apparemment ça peut s'arrêter, je ne sais pas quand est-ce que ça va reprendre, et vu que je me dis que je peux retourner encore en fauteuil roulant, j'ai tendance à être hyper actif, à faire beaucoup de choses. Et j'avais enchaîné une période où j'avais pas mal de travail, pas mal de boulot, j'ai enchaîné, j'étais vraiment très fatigué, et bah du coup ça a pas prévenu, et donc j'ai dû passer 2 semaines hospitalisé j'ai oublié le nom, bref, j'étais sous perf, et ils ont traité ils ont traité la maladie. Alors Steve, toi tu es donc créateur de contenu, influenceur. Comment ça t'est venu et c'est quoi le lien finalement entre cette expérience un peu traumatisante et ton activité actuelle donc de créateur de contenu? Alors, j'aime pas le mot influenceur, même si c'est le mot, hein, t'as raison. Non, on est tous bien au courant de ce qu'est un influenceur et on fait tous, je pense, parmi nos auditeurs, bien le distinguo entre les influenceurs, créateurs de contenu et ce qui se passe à Dubaï. Voilà. Suivez mon regard. Exactement. On est tout à fait alignés sur ça. Voilà. La différence, c'est que j'ai commencé à partager mon histoire. Alors, je ne voulais pas du tout être créateur de contenu, même si aujourd'hui j'adore ça et que je suis hyper reconnaissant de l'être. Mais j'ai commencé à partager mon histoire sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'au début, avec The Black Hat dont tu parlais, j'avais la tête baissée, je ne montrais pas mon visage, et je pense que j'ai créé un mouvement autour de ça où tout le monde se reconnaissait. Et ensuite, il y a l'histoire où j'ai commencé à parler de mes difficultés, de mes faiblesses, et ce qui a fait que j'ai pu créer du contenu, c'était donc ça, tu racontais ça sur Instagram, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Au début, j'avais commencé sur Instagram. Maintenant, il y a YouTube, TikTok et d'autres réseaux. Mais au tout début, c'était Instagram où j'ai commencé à partager mon histoire, mes difficultés, mes faiblesses. Et la chance que j'ai eue, il y a eu un gros média. Je sais pas si je peux en parler ou pas. Oui, bien sûr. Ok. Il y a le Huffington Post qui a repris un de mes posts, qui m'a donné un gros coup de boost à l'époque. Alors pourquoi ils ont repris ce post en particulier? En fait, c'était en 2011, donc j'étais vraiment au tout début, quand Instagram s'est lancé, faisais partie des premiers créateurs de contenu. En fait, ils ont parlé des comptes à suivre sur Instagram. D'accord. Et donc il y a des gens qui ont commencé à suivre. Ah oui, 2011, t'as pris vraiment le pli très très tôt, quoi. Tout début. Ouais. Et bah c'est l'histoire que j'ai racontée. Donc je crois que ça n'appartenait même pas encore à Facebook, non? Facebook, c'était 2013 ou 2014. Oui, je pense pas. C'était vraiment au tout début avec le logo marron, beige, qui faisait penser au photomaton. Exactement, c'est ça, c'est ça. Et donc le parallèle. Non, pas au photomaton, au Polaroid. Au Polaroid. Au Polaroid. Ouais. Et donc, pour ta question, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui t'a amené progressivement, enfin, en quoi, finalement, ton histoire perso t'a amené à devenir aujourd'hui créateur de contenu? Donc, t'as répondu en partie, hein, tu racontais, un peu tes états d'âme. Tu commençais déjà à parler de ta maladie déjà? Non, en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Au tout début, en fait, en 2011, j'étais salarié, j'étais dans une marque de luxe, et j'étais je suis parti en 2016 de cette entreprise. Je montrais, je montrais vraiment tout ce que je faisais mon quotidien. Et je crois en 2014-2015 où j'ai commencé, j'ai subi le racisme dans cette entreprise. D'accord. Et j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux en disant que, parce qu'en fait, au tout début, je voyageais, tu vois, j'avais un poste qui était quand même intéressant. J'allais à New York, j'allais à Londres, enfin, sur le papier, ça avait l'air cool. Tu peux dire, hein, d'ailleurs, hein, quelles sont les boîtes dans lesquelles t'as bossé. C'est une info qui est disponible sur ton Wikipédia. Oui. Hein, je parle pas trop de la dernière boîte où je suis parti, mais les autres, oui, j'ai une expérience dans le luxe. J'ai travaillé avec qui ça s'est super bien passé. J'ai L'Oréal, Cartier, Yves Saint Laurent. Très belle maison. Oui, de très belles maisons dans le luxe. Donc j'ai une formation dans le luxe, donc ça a aidé. Et je montrais vraiment mon parcours dans tout ce que je faisais, et ça intéressait les gens. Et en fait, à partir d'un moment, j'ai dit, écoutez, je ne suis pas bien dans la maison que j'ai pas citée, une maison de maroquinerie new-yorkaise. Voilà, vous saurez. Je ne suis pas bien, ça se passe pas bien, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi je voulais partir. Et je montrais mon quotidien. Et en fait, là où j'ai eu un vrai déclic, je leur ai dit, écoutez, dans 1 an, je vais partir. Au 25 décembre, je ne suis plus dans cette entreprise parce que j'ai postulé plusieurs fois pour être vice-président Europe et que j'avais pas le poste pour plusieurs raisons. Et un jour, j'entendais les couloirs, on va quand même pas mettre un noir à la tête de l'Europe. Ah ouais.
Et là, je me suis dit bon, c'est mort, je l'aurais pas. Et donc j'ai commencé à parler de mon mal-être dans l'entreprise et de mes problèmes en fait, de mon handicap. Et c'est comme ça que j'ai eu des témoignages d'autres personnes qui ont apprécié que je me mette à nu, que je commence à raconter ça. Mais j'ai commencé à en parler en 2014-2015. Avant, c'était que des photos, tu vois. D'accord. Et cette phrase-là, elle est hallucinante. Juste pour revenir dessus, t'as pu faire quelque chose au sein de cette entreprise. T'en as référé à quelqu'un, aux ressources humaines, non? Je sais pas. C'était Mind+1 à l'époque qui en parlait aux ressources humaines. Donc la personne des ressources humaines était impliquée. Mais oui, j'ai pu partir parce que j'ai... c'était un point de négo, on va dire. Exactement, c'était un point de négo. Donc j'ai ouvert la porte, ils ont vu que j'avais entendu et ça, heureusement que j'étais là et ça a été un point de négo. Ok. Juste avant de continuer, est-ce qu'on peut revenir sur ce chapeau parce que t'es passé quand même assez brièvement. J'ai lu quelque part, la légende dit que un jour on t'a mis un chapeau sur la tête et que ça a été un peu comme une révélation et que depuis tu ne le quittes plus. C'est ça, la légende dit vrai? Ouais, oui, c'est vrai. Alors raconte un peu comment ça s'est passé. Ce chapeau en fait, il a changé ma vie. Donc j'étais vraiment dans mon alors je suis né au Bénin, tu vois, en fait, j'ai une différence de 1,5 cm. Entre mes deux jambes, de par ma maladie. Malgré ça m'empêchait pas de jouer. Donc en fait, mais bon, en fait, le seul moment où je me réfugiais, c'était quand je jouais au football. Mais sinon, après, avec mes camarades de classe, c'était assez compliqué. Donc j'étais en manque de confiance en moi. On m'appelait le lézard parce qu'il y avait plein de lézards en Afrique. Enfin, de faire ma façon saccagée de marcher. Et je manquais énormément de confiance en moi. Un jour, je suis rentré, je faisais du lèche-vitrine avec un copain. Et je suis rentré dans une boutique et j'ai eu un gros coup de cœur pour un chapeau. Il faut savoir que je te dis ça, j'avais... les chapeaux comme je mets, les fedoras, ça se mettait pas à l'époque, tu vois. On mettait plus des casquettes, bref, pas de chapeau en tout cas, pas des gens de mon âge. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour le chapeau et je rentre et la vendeuse me dit prenez-le ce chapeau, il va changer votre vie. Et mais elle te l'a offert? Non, je l'ai acheté. Tu l'as acheté. Oui. En fait, elle me voyait regarder le chapeau, elle était une très bonne vendeuse. Et elle a suivi mon regard et avant que j'aille chercher le chapeau, elle me l'a posé sur la tête. Elle a dit mais je pense que ce chapeau il est fait pour vous, il va changer votre vie. Et ça c'était au Bénin? Non, c'est en France. C'était en France. C'était dans le Marais. Je ne sais plus. Je crois en 2012 ou en 2013, je sais plus. C'était dans le Marais. Ok, d'accord. Ouais, c'est ce que j'avais aussi en tête. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai pris le chapeau, j'aimais beaucoup. Et tu vois, en fait, à l'époque, moi, je le trouvais cher. Il était à 395 €. Je me dis, je vais pas mettre 395 € dans un chapeau. Enfin, bref. Du coup, Mais alors, il y a quelque chose que j'ai peut-être pas bien compris. C'est, tu parlais de ton mal-être en tant qu'enfant quand tu joues au foot. Donc là, on est au Bénin, voire peut-être même à Auxerre un peu, mais, quel est le lien finalement avec ce chapeau? En fait, c'est que je manquais énormément de confiance en moi et donc le seul moment où j'avais confiance en moi, c'est quand je jouais au football. Après, j'ai perdu quand je me suis fait tacler et que je ne jouais plus au football, donc j'ai perdu encore. C'est la seule chose que j'avais sur laquelle je m'accrochais et en fait, le chapeau quand je l'ai acheté, je travaillais, j'étais salarié, mais parler à une femme, c'était compliqué pour moi. J'étais hyper timide, mal dans ma peau. Et donc, quand j'ai découvert ce chapeau-là, le fait qu'elle me dise « il va changer votre vie », pour moi, c'était un argumentaire marketing. Je prends le chapeau, je sors de la boutique, j'achète et je sors de la boutique vraiment. Et déjà, j'ai une première personne qui passe. Je me souviens encore d'une fille, une blonde aux yeux bleus. Elle me dit « you look amazing ». Incroyable. Ouais, et tellement mon niveau de confiance il était à -1000, tu vois, je me retourne, je le dis à mon copain à mon pote qui était juste derrière, je lui dis en fait elle te parle. Ah ouais, tu pensais pas imaginable que ça te soit adressé, ouais. Pas du tout. Et donc elle dit non, enfin elle me montre du doigt, non, je te parle à toi, le chapeau il te va trop bien. Et petit à petit, donc je sors, il y a des gens qui me remarquent, qui me font des compliments sur le chapeau, et ça, ce chapeau il m'a donné une assurance, tu vois. T'as donné de la force. Ouais, il m'a donné vraiment de la force. Incroyable. Et donc c'est après que j'ai commencé à me prendre en photo avec ce chapeau sur Instagram. Au début, je montrais pas mon visage, j'avais la tête baissée. Et en fait, j'ai posté une première photo qui a fait un gros buzz. C'est cette photo que le Huffington Post a repris, que plein de médias ont repris ensuite. Et alors, ce qui est drôle, c'est que le lendemain, je reposte une photo de moi. Et en plus, j'ai raconté rien de spécial sur cette photo, c'était juste la photo. Sans mon chapeau, gros flop. Donc... Gros flop.
Et je me suis dit, bon, ok, en fait, je pensais que c'était moi, mais c'est pas moi, mais il y a quelque chose à faire avec ce chapeau, tu vois. C'est ton manque de confiance en toi, par là, qui parle. Mais alors, pourquoi cette photo a autant cartonné, parce que c'est la première fois que tu montrais ton visage sur ton compte avec le chapeau, c'est ça? Oui, en fait, c'est la première fois que je me montrais moi avec le chapeau, et je pense qu'en fait, la photo a été prise de telle sorte qu'en fait, on remarquait vraiment le chapeau, tu vois. Ouais. Et que n'importe qui pouvait s'identifier au chapeau. Et après, j'ai un petit peu, j'ai parlé de storytelling où je disais que j'étais pas bien, que j'étais en manque de confiance en moi. Enfin, je me suis un peu livré sur les réseaux sociaux, ce qui a plu. Et c'est vrai que ça devait être assez rare à l'époque, même sur Instagram. Aujourd'hui, t'as l'impression de voir c'est un peu partout, hein, des leçons de vie, etc. de tout et n'importe qui. Et ouais, c'est vrai que t'as dû faire ça en 2012. Tu devait pas y en avoir beaucoup des comptes Instagram qui se livraient autant. Non, c'était assez rare. Et puis après, la chance que j'ai, c'est que même si je suis parti de cette entreprise et qui ça s'est pas bien passé à la fin, je suis reconnaissant parce que j'ai travaillé le storytelling dans cette entreprise. Tu vois, c'est une entreprise américaine qui... Ils sont forts là-dedans. Oui, exactement. On passait notre temps à parler de storytelling, à faire des formations sur le storytelling. Et je tenais le compte Instagram de la marque à l'époque. J'avais créé leur compte Instagram. Donc oui, niveau storytelling, je pense que j'étais plutôt pas mal aussi et ça a aidé. Ça t'a aidé. Ouais. Ok. Et donc beaucoup d'Instagram, c'est ça, au début de ta carrière de créateur de contenu, tu postais quoi régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours? Comment tu gérais ça? Tous les jours. À l'époque, je postais tous les jours, même 2 ou 3 fois par jour. Je racontais une histoire, je montrais mon quotidien en tant que salarié. Ensuite, là où c'était hyper intéressant, c'est quand je suis passé de salarié à entrepreneur. Et je te dis ça, je gagne très bien ma vie, tu vois. J'étais directeur commercial de cette entreprise, donc je gagne très bien ma vie. Et je suis passé de je gagne bien ma vie à je suis entrepreneur, j'ai plus rien. Ouais. Je passe d'un bel appartement à un studio rue de la Santé. J'ai pris un studio rue de la Santé. Je m'étais mis en face de la prison. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je passe de 100 mètres carrés à l'époque où j'habitais à 9 mètres carrés. Et je me suis dit, en fait, là, je me jette dans le vide. Je sais pas ce que ça va être, mais j'ai envie d'être, tu vas me prendre pour un dingue. J'ai envie d'être en face de la prison parce que ils sont en prison. Moi, j'ai comme l'impression que je suis en prison avec ce que je suis en train de faire, mais j'ai la possibilité de sortir. Ouais. Et donc, là, je vais dans un mood où je vais vraiment travailler. Il faut que je réussisse, il faut que je développe ma boîte. Ok. Et c'est intéressant parce que il y a une sélection qui s'est fait naturellement autour de moi. J'avais des copains qui venaient tout le temps. Enfin, je faisais tout le temps la fête. Plus personne. T'appelles les gens, ils répondent pas à ton téléphone. Ouais. Bref, c'était une période qui était un peu compliquée, mais c'était intéressant parce que j'étais focus sur mon objectif. J'avais une envie de lancer une marque, lancer un business. Et là, je me suis concentré. J'étais très focus et j'ai créé du contenu. J'ai commencé à développer mon entreprise. Et après, je suis parti et c'était chouette. Et donc, ton personal branding a été mis un peu au service de l'entreprise que tu as créée. Ouais. Tu nous en dis un peu plus? Oui. En fait, je pense que la chose qui a fait que j'ai créé une communauté, c'était mon authenticité, tu vois. Parce que forcément, en tant que créateur de contenu, t'es invité par des marques pour travailler avec elles. Et donc, je me déplaçais. Donc, tu pouvais me voir dans un bel endroit, je sais pas, avec entre guillemets, des stars, mais dans des beaux endroits. Et ensuite, tu me voyais chez moi, en train de travailler, en train de montrer mon quotidien. Donc, je pense que c'est l'authenticité qui a été l'une des premières clés. Et puis ta singularité, je dirais, peut-être. Peut-être, oui. C'était une personnalité originale, atypique, et j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, on aime ça. Oui, exactement. Et ma singularité aussi. Et sur le personal branding, je pense que tu vois, ce que je fais moi quand j'accompagne des personnes, je fais beaucoup de consulting sur le storytelling, et quand j'accompagne des personnes, je leur dis en fait, le but c'est de partir sur ton histoire avant 14 ans. Dans la psychologie, normalement, une personne, elle se fait, un enfant, c'est jusqu'à 6 ans qu'elle devient la personne. Pour moi, c'est 14 ans. 6-7 ans, pour moi, c'est 14 ans. Et utiliser vraiment ce point faible, entre guillemets, que tu transformes en point positif, que tu transformes en storytelling. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Mal dans ma peau, j'avais du mal à marcher. J'ai passé des années en fauteuil roulant et j'ai utilisé cela. Maintenant, j'ai un chapeau. Et donc, du coup, mon chapeau, c'est mon super pouvoir. Quand j'utilise mon chapeau, c'est que voilà, je suis là pour y aller, je suis là pour gagner. Et c'est ce que je partage sur les médias, tu vois. J'ai beaucoup de bagues aussi.
Elles ont une signification? Elles ont une signification, oui et non. En fait, là, c'est des voyages. Sur celle-là, en fait, c'est marqué inspire. Donc inspire dans plusieurs langues. D'accord. En français, en allemand, dans ma langue au Bénin, en arabe et dans une autre langue. D'accord. Là, c'est une bague berbère et après, ça, c'est des bagues que j'ai mis tout autour. C'est très joli. Merci beaucoup. Et tu vois, en fait, ces bagues-là, c'est juste pour me rappeler, en fait, quand je tape comme ça, c'est vraiment la douleur que je ressens au niveau de mes articulations. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose que je voulais extérioriser. Et sur le personal branding, c'est montrer ce que j'ai de dur en moi, que je remets extérieurement. Et c'est mon why en me disant, OK, je n'ai pas envie, je fais ce métier, je fais ce business, je crée du contenu, je suis entrepreneur parce que j'ai une mission de vie, c'est d'aider des personnes. Moi, mon but, c'est d'aider 1 million de personnes à vivre de leur passion. Tu vois. Ok. Pourquoi 1 million? Je sais pas. C'est un objectif que oui, tu t'es fixé. T'en es à combien, là? C'est un objectif. Je suis à 4500. Je sais, j'ai pas trop compté. La dernière fois, on avait compté, en fait, j'étais à 4380. D'accord. Mais je suis à 4500 et quelques. Mais c'est d'aider 1 million de personnes à vivre de leur vie. Je suis très loin du million. De leur passion, pardon. Et c'est de créer, c'est d'ouvrir un hôpital, un centre de soins, en fait, au Bénin, qui va être le hub au Bénin, qui va aider des personnes qui souffrent de maladies étrangères qui ne peuvent pas être soignées. Moi, j'ai eu la chance, j'étais en France, et j'ai pu être soigné avec la sécurité sociale, tu vois. C'est l'une des questions que je voulais te poser. Imaginons que on t'ait détecté cette maladie au Bénin. T'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Ah ouais, non, mais je pense qu'aujourd'hui, je serais ou dans un fauteuil roulant ou je serais décédé, je pense sûrement, tu vois. Et c'est pour ça que, quand je peux, chaque année, avec une partie des bénéfices, on envoie de l'argent à une association qui aide les enfants au Bénin, parce que je suis originaire du Bénin, donc moi ça me parle, mais c'est d'aider d'autres enfants d'autres pays en Afrique. Mais c'est clair que oui, j'ai de la chance d'être soigné ici, et tu vois, rien que l'injection que j'ai, elle coûte 1 500 €. Ah, et t'en fais une par semaine? Ouais, j'en fais une par semaine, tu vois. Donc ça coûte 6 000 € à la sécurité sociale, tu vois. C'est pris, j'ai une affection de longue durée, c'est pris en charge à 100%. Et heureusement, tu vois, que j'ai ça, et ça aurait été compliqué. T'imagines, 1500, ça fait 1 million de francs CFA. Enfin bref, c'est énorme là-bas, c'est compliqué, tu vois. Bien sûr. Et donc, avec ton entreprise, qu'est-ce que tu fais? Donc, je suis ce qu'on appelle l'homme derrière les personnalités publiques, derrière les chefs d'entreprise. Avec mon entreprise, j'accompagne des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des marques, à créer une histoire pour développer la notoriété, la visibilité. Donc en fait, c'est à travers une méthode que j'ai appelée la méthode Steves. Donc la méthode Steves, c'est le storytelling, c'est un travail de la vision. Donc c'est ensuite des entrevues. Donc entrevues, pour moi, c'est grâce à un réseau, grâce aux médias qu'on arrive aussi à se développer. C'est les valeurs à mettre en place. Donc du coup, c'est la façon de s'exprimer. Quel est le ton? Est-ce qu'on veut être drôle? Est-ce qu'on veut être sarcastique? Est-ce qu'on veut avoir un ton triste? Et tout ceci, ça forme un symbole. Donc moi, le symbole, c'est mon chapeau. Et pour chaque personne, il y a un symbole qu'on duplique ensuite dans l'identité graphique, dans le visuel, qui va concourir en fait à créer une singularité, une personnalité pour la personne. Donc c'est tout simplement ce que j'avais fait naturellement pour moi, que j'ai repris pour les autres entreprises aujourd'hui. C'est ce que j'allais te demander aussi. Quelle est la part de naturel, d'inconscient et de calculé finalement dans tout ce que tu nous racontes là, de toi, ta propre histoire, c'est-à-dire ce chapeau, les bagues là que tu comme tu me l'expliquais. Il y a des choses que tu fais de manière inconsciente. Est-ce qu'il y en a que tu fais aussi de manière un peu plus calculée en disant tiens, je fais ça parce que ça va me permettre de me positionner comme ci et de raconter ça? Alors, bizarrement, me concernant, non, je le calcule pas du tout. Tu vois, je te parle en plus là, je t'ai parlé des médicaments simulateurs. Je me dis, pourquoi je te parle de ça? Bref, c'est pas grave. Si, mais c'est intéressant, bien sûr. Mais non, je suis très spontané. Je suis très spontané. Non, pour ma part, je ne calcule pas. Mais en fait, si tu veux, à force de rencontrer des personnes, en fait, j'ai développé cette méthode, ça part quand je te disais que je voulais aider 1 million de personnes, je me suis dit comment je peux aider ces personnes-là, et le fait d'être créateur de contenu, donc du coup de travailler avec Instagram, de travailler avec YouTube, de travailler avec Google, de travailler avec Amazon. Enfin aujourd'hui je travaille avec Google, Amazon, Insta, YouTube, souvent pour la création de contenu pour eux ou pour des personnes avec qui ils mettent en relation, tu vois. Le fait de travailler avec ces médias, avec ces personnes, en fait, ça m'a permis de rencontrer
chefs d'entreprise inspirants, des personnalités publiques inspirantes, et en fait, en discutant avec elles, parce que je me suis nourri de ces personnes-là, en discutant avec elles, à chaque fois, elles me demandaient, moi, mais est-ce que tu l'as processisé, tu vois, quand je leur demandais, mais tu me donnerais quoi comme conseil? Est-ce que tu l'as processisé? Est-ce que tu as fait un process pour ce que tu fais? Parce que c'est génial, une méthode. Et pour moi, c'était naturel. Et ensuite, moi, j'ai travaillé, et je me suis dit, en fait, en fait, ma méthode, c'est ça. Et d'autres personnes qui m'ont donné des tips, qui m'ont rendu compte qu'en fait, ma méthode, c'était celle-là. Donc, pour les autres, c'est pas que c'est calculé tout, enfin, je te parle de storytelling, hein, excuse-moi, mais c'est du true telling, tu vois, c'est vraiment, Oui, parce que finalement, tu vas aller chercher, quelque chose, enfin, tu puises dans la personnalité des uns et des autres, dans leur vraie histoire pour créer tout ça. Donc, c'est des éléments qui existent déjà. Exactement. C'est ça, effectivement. Ouais. C'est ça. C'est pas une invention, from scratch. Non, c'est pas du tout une invention, tu vois, surtout qu'il y a des personnes que j'accompagne après et qui ont parlé de leur vie, donc c'est, comment on va le mettre en scène, mais c'est pas du tout des inventions, mais c'est la façon dont on va parler pour, je pense que les gens achètent une émotion, tu vois, et c'est la façon dont tu vas mettre en avant cette émotion qui donnera envie aux personnes de pouvoir t'écouter et t'acheter. Et tu dis que tu as déjà aidé un peu plus de 4500, c'est ça, personnes. Ouais. Alors ça, c'est des personnes qui ont suivi, je sais pas, ton programme, que des personnes que tu as coachées, ou tu mets aussi enfin, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. En fait, j'ai 2 programmes. Donc du coup, j'ai un système, une formation en ligne où j'accompagne des personnes. Du coup, c'est des formations qui sont enregistrées, elles peuvent prendre. Et ces personnes que j'ai accompagnées, c'est plutôt des personnes que j'ai accompagnées en coaching. C'est pas en coaching, en consulting, pardon. C'est en consulting. D'accord. C'est un process de 3 mois où en fait il y a 12 modules. Donc du coup, chaque semaine, en fait c'est 2 heures de consulting par semaine où on travaille sur sur le storytelling, sur la valeur, sur les valeurs, sur la vision, sur le symbole, et donc c'est un programme en 3 mois où j'accompagne ces personnes. Quand tu parles de symbole, c'est-à-dire que vraiment les personnes ressortent avec quelque chose de graphique, quoi, c'est ça? Oui. Il y a une personne qui a une sclérose en plaques que j'ai accompagnée. En fait, il est ressorti avec un col pin-collar. Donc en fait, c'est une aiguille avec 2 embouts à côté qui se bouchent. Ouais. Et pourquoi je lui ai sorti un col pin-collar? En fait, il avait la sclérose en plaques et il avait des difficultés au niveau des articulations, et dès qu'il prenait ces médicaments, hop, ça se bouchait, tu vois. En fait, c'est très technique ce que je vais dire, c'est médical. Il m'expliquait qu'il avait un chromosome qui était en Y et le médicament permettait de le boucher. Et moi, je me suis posé sur son histoire et je me suis dit, ok, en fait, on va prendre le col pin-collar, parce que le col pin-collar, tu peux l'ouvrir des 2 côtés et hop, ça se bouche. Et quand ça se bouche, en fait, ça, c'est le moment où ça te représente toi. Et donc là, on va l'utiliser en coaching. On va l'utiliser dans ton logo, Donc son logo, c'est un col pin-collar, et tu vas le porter tout le temps quand tu vas te déplacer. C'est ça qui va te rappeler ton why, et ça va être ça, ton histoire, à travers toutes tes valeurs, toute ta vision. C'est ça qui va te donner de la force. Exactement. Ça va être ton chapeau à toi. C'est ça, tu vois. Il y a une autre cliente, c'était ses yeux verts. Non, je vais pas parler il y a une autre cliente. Pas de problème. Il y a une autre cliente, en fait, tu vois, c'est une cliente qui est d'un certain âge. Et en fait, elle avait une bague, moi, que je trouvais très intéressante. En fait, elle me dit, cette bague-là, c'est ma mère qui me l'a donnée. Ma mère, elle est décédée très tôt. Et en fait, elle est dans c'est une chef d'entreprise assez leader, tu vois, qui parle très comme, enfin bref, elle a une certaine façon de penser. Et je lui dis, tu sais quoi, ce que tu feras, c'est qu'à chaque fois à chaque fois, je disais point numéro 1, à chaque fois, je disais, ou point numéro, je dis, à chaque fois que tu parlerais, ce doigt, c'est le majeur, c'est ça? Ouais. C'est le fameux doigt de... Ouais. Voilà. Et donc, du coup, à chaque fois que tu parles, tu utilises ce doigt-là. Et en fait, la bague, elle va ressortir. Et donc, du coup, on a travaillé le logo tout autour. Et c'était ça, son symbole. Et en fait, si tu veux, moi, maintenant, on me dit le consultant au chapeau noir. Elle, en fait, c'est la dame. T'as l'impression qu'elle fait un doigt d'honneur. Ouais. Mais elle fait pas de doigt d'honneur, tu vois. Et en fait, ça va être des anachronymes, c'est des phrases où on va reconnaître la personne, et c'est ce que j'ai processé. Elle le faisait sans s'en rendre compte? Elle faisait sans fameux doigt d'honneur avec la bague. Elle faisait sans s'en rendre compte. Ça lui a pas généré de problème? Non, parce qu'elle est de certain âge, et puis elle est pas du tout vulgaire, tu vois, donc ça lui a pas généré de problème, et donc on l'a un peu caricaturé, on le travaille sur les réseaux sociaux pour ça aussi, tu vois. Et donc c'est trouver une clé qui va te rendre mémorable, qui va faire que les gens vont se rappeler de toi. D'accord. Ouais, intéressant.
Si on parlait un peu de ta gestion des différents réseaux sociaux, on n'a pas beaucoup parlé d'Instagram. T'es présent aussi sur d'autres plateformes? Sur YouTube, depuis peu. Ok. Alors, qu'est-ce que tu publies sur YouTube? Sur YouTube, c'est le how, c'est comment réussir. En fait, c'est des business cases sur l'influence, sur la notoriété, tu vois, sur comment être mémorable, où j'analyse des études de cas de personnalités à succès, comment elles ont fait pour réussir. Mais on va surtout se pencher aussi sur les difficultés qui ont fait qu'elles ont abandonné pour pouvoir réussir. Donc ça va être ou des interviews ou vraiment des études de cas où je suis là, j'analyse vraiment la personne. Quand tu dis ce qu'elles ont abandonné pour pouvoir réussir, c'est-à-dire? Tu le sais très bien, il faut faire des sacrifices pour réussir. Ouais. Je pense pas que, on dit que un grand leader, une grande responsabilité. Oh, j'ai oublié la phrase. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci beaucoup. Ouais. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, c'est qu'est-ce que tu as amené à sacrifier pour pouvoir le faire? Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, oui, c'est de la chance, t'es là, mais c'est pas de la chance, c'est beaucoup de travail. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont sacrifié? Et quelles étaient les difficultés où tu te dis à ce moment-là, non, j'arrête. Mais tu passes au-delà, tu laisses passer la tempête et tu réussis à réussir. Donc c'est sur ma chaîne YouTube, c'est plutôt ça. Donc c'est une création de contenu. Alors et là, comment tu fais pour produire ça? C'est tes face cam, c'est toi qui produis, qui monte, qui fait tout ça? Alors au tout début, quand j'ai commencé, je faisais et sur Instagram, je fais pas mal de reels aussi, tu vois. Ouais. Sur TikTok aussi, je fais pas mal de reels, de vidéos. J'envoie avant, c'était très compliqué parce que j'avais pas les moyens de le faire, de déléguer, donc c'était moi qui faisais tout. Ouais. Et je faisais avec comme ma femme. 95% des gens. Hein. Exactement. Tu vois, et je le faisais avec ma femme. Donc en fait, t'as deux côtés. Sur Instagram, je parle de parentalité, je parle d'entrepreneuriat, donc à travers le côté mémorable, à côté l'image public, j'appelle ça, mon métier, je l'appelle de consultant en image publique, à travers l'image publique. Et donc sur la parentalité, je le fais avec ma femme parce qu'on a toujours envie on a un fils en commun, un fils, donc il faut qu'elle ait son œil aussi. Qui est tout petit, hein. Oui, il a 2 ans, Gabriel. Oui, exactement. Oui, j'ai suivi ça, évidemment. C'est clair. Salut Gabriel. C'est gentil. Et sur le côté entrepreneuriat, en fait, alors c'est tous les jeudis que je crée du contenu. D'accord. Donc jeudi, c'est la journée qui est consacrée à ça. On commence à 9h et on va faire la partie où moi je crée mon contenu où je parle tout seul, c'est de 9h à 13-14h, et l'après-midi, c'est des interviews où j'interviewe 2 à 3 entrepreneurs ou personnes en tout cas que j'ai envie d'interviewer. Donc le jeudi, c'est la journée dédiée à ça. Jeudi, c'est full contenu. Et mardi, c'est la rédaction, c'est-à-dire que mardi, c'est là où je vais faire les recherches sur les personnes, où je vais écrire ou les recherches sur les sujets sur lesquels je vais parler, je vais écrire. Et ensuite, lundi, mercredi, vendredi, c'est le consulting, j'imagine. Voilà, exactement. Ouais. Lundi, mercredi, vendredi, c'est l'application. De tout ça. Et donc le jeudi aussi, tu prépares les posts de la partie personnage public de Steve, c'est ça, sur Instagram? Alors plus les vidéos TikTok et compagnie. Je prévois ça une fois par mois. D'accord. En fait, tu parles de la publication oui, alors tu dis tous les jeudis. Ah, c'est tous les jeudis? En fait, j'ai un thème. Chaque semaine. Voilà, chaque semaine. Ouais. En fait, j'ai un thème. Je sais que je vais parler je te dis, hier, par exemple. Voilà. Parce qu'on est vendredi. Voilà, exactement. Hier, c'était Business Case Nespresso. Ensuite, c'était comment faire pour être mémorable. On a parlé de quoi? Ensuite, c'était il y a un entrepreneur en développement personnel. C'était sur le mindset, comment réagir face à la mort, quand on est entrepreneur. Parce qu'il il a perdu sa mère et il a eu des moments down, donc les leçons qu'il en a tirées. Et le troisième, c'était un entrepreneur, Paul, de la Belle Vie, qui a lancé. Il a investi dans pas mal de projets et Paul Lay. Oui, voilà, c'était avec Paul, tu vois. Et donc comment il a lancé la Belle Vie et comment il a un espace hyper important dans le 12e. Enfin voilà. Et donc c'était ces clés-là. Et en fait, si tu veux. Au tout début du mois, donc chaque premier du mois, que ce soit un dimanche ou un lundi, peu importe, chaque premier du mois, je dis, je vais parler de ça, et je le prévois. Et donc, je vais tourner 4-5 contenus tel jeudi, et donc du coup, ça me fait X contenus qu'on met ensuite sur YouTube et ensuite sur Instagram.
Ok. Et sur TikTok. Et sur TikTok, exactement. Ok. Et où est-ce que tu enregistres tes vidéos YouTube avec tes invités? Alors j'ai un local dans le 5e et donc du coup j'enregistre. Tu les fais venir. Ouais, je les fais venir et j'enregistre là. Et ensuite maintenant j'ai une collaboration avec un, je sais pas si je peux dire le nom ou pas. Mais tu peux tout dire. Tu sais, il y a pas de CSA ici, il y a pas de règles. J'ai une collaboration avec le Mandarin Oriental. Ah non, fallait pas le dire. Si, bien sûr. Ok. Comme je suis créateur de contenu, je suis ambassadeur du Mandarin Oriental et en fait une fois par mois, c'est un chouette endroit pour travailler. C'est un chouette endroit pour travailler. Donc j'ai une suite où je peux enregistrer. Et donc ce que je fais, c'est que mes invités, on a fait une autre organisation. Les invités, en fait, c'est au Mandarin Oriental où on les reçoit. Et puis moi, je continue à enregistrer moi personnellement dans ton local. Ouais, dans mon local. Exactement. Ok, cool. Et alors qui s'occupe du montage, de la publication, de la mise en ligne? Eh ben, ça c'est une très bonne question. J'ai un vidéaste, qui fait une partie. En fait, sur YouTube, c'est le vidéaste qui le fait. Et sur toute la partie entrepreneuriat, c'est le vidéaste qui fait le montage. Et qui le met en place. Ouais. Sur la partie Instagram, ah oui, parce que je suis payé aussi en tant que créateur de contenu. Donc sur la partie création de contenu, par contre, ça c'est moi qui le fais. D'accord. Donc c'est moi qui filme, qui monte parce que c'est ma patte et j'ai envie que ça soit ma patte à moi. Quand tu dis t'es payé en tant que créateur de contenu, c'est-à-dire par tes sponsors? Oui, par des marques, tu vois, par exemple. Par hasard, je veux dire qu'il y a Mini Cooper qui me contacte pour que je mette en avant la nouvelle électrique qu'ils ont mis en place, et donc ils vont me payer pour faire un reels et montrer en avant les avantages de cette voiture. Et donc ça, je ne le fais pas, je le fais toujours en fait avec ma femme parce qu'en fait on travaille depuis hyper longtemps et on sait comment on travaille. Et en fait, des gens me recherchent pour cette authenticité-là et je n'ai pas envie de la changer. Donc c'est toujours... Ouais, c'est dur de déléguer en gardant ta patte. Ouais. Exactement. Donc du coup là, c'est surtout c'est ma patte et donc du coup ça c'est toujours moi qui le fais. D'accord. Mais par contre sur les autres projets, je suis avec un vidéaste, un monteur qui va faire le montage, la réalisation et qui va le mettre en place. Pour les contenus sur Instagram que je crée moi pour créer du contenu, là aussi je suis avec le vidéaste où on va le mettre en place. Qui va tout monter. Ok. Donc c'est lui qui va te faire tes reels, c'est ça? Oui, en fait, c'est lui qui à partir des vidéos que t'as tournées pour YouTube. Exactement, c'est ça. En fait, voilà, c'est ça. J'imagine que c'est pour ça que c'est lui qui gère cette prod. Exactement. Ouais. Oui, il part des vidéos que j'ai tournées sur YouTube et il les transforme en shorts que je peux utiliser sur Instagram, que je peux utiliser sur TikTok et que je peux utiliser en shorts sur YouTube. Ok. Bon, et ça porte ses fruits un peu. T'es content, parce que sur Insta, 181 000 followers, c'est un peu ta zone de confort, t'es bien, tu maîtrises. Sur les autres réseaux, t'es parti d'un peu plus loin. Oui. Donc, quels sont les résultats je ne suis pas encore content parce que c'est là j'ai décidé de mettre le focus justement sur YouTube et ça fait 1 mois qu'on a commencé, tu vois. D'accord. Ah oui. Donc c'est là. Pourquoi cette décision? Tu l'as dit, je voulais sortir de ma zone de confort. Sortir de ma zone de confort. En fait, alors il y a 2 choses. Je me suis dit que Instagram, et ça non. Alors, je me suis dit qu'Instagram utilisait beaucoup de vidéos. Ouais. Et que s'ils utilisaient une vidéo, c'est parce qu'il y avait une raison. Et que la nouvelle génération va commencer à utiliser des vidéos. Donc, il fallait que je me mette sur les vidéos sur les autres plateformes. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis remis sur TikTok. Tu vois, ça fait 5 ans que je dis non, j'ai pas envie d'être sur TikTok. Ça me saoule. J'ai pas envie. Et il se passe plein de trucs incroyables exactement. sur TikTok. Ouais. Et là, il fallait que je m'y mette. Et c'est surtout que je vois le nombre d'audiences, comment ça peut être viral, d'abonnés, comment ça peut être sur viral. TikTok. Ça peut partir très vite. Ouais. C'est clair. Tu peux mettre la même vidéo sur Instagram, t'as 200 000 vues, ça a tapé 1 million de vues sur TikTok. J'ai une petite parenthèse, j'avais vu une vidéo hyper intéressante. C'était un tweet d'un créateur de contenu. Il avait fait ce test. Pendant 30 jours, il a publié exactement le même contenu sur TikTok et sur Instagram, donc en Reels. Et il a comparé les performances en termes de reach, d'interaction et les chiffres sont
affolant. C'est-à-dire que en termes de reach et d'interaction, il y avait un rapport de 1 à 10 à la faveur de TikTok, hein, quand même. Donc c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et ben c'est exactement ça, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je me mette dessus. Et puis YouTube, tu sais, quand j'ai commencé moi sur Instagram, j'ai beaucoup ce qui a fait que j'ai été connu, c'était sur le référencement naturel. Ouais. J'avais un blog et je me suis dit ça va être la même stratégie que je vais utiliser sur YouTube en termes de référencement naturel avec Google, ça va être hyper intéressant. Et c'est pour ça que je suis allé dessus. Et le prochain, j'espère créer mon podcast et oui. Et avec toi, j'espère. Mais avec grand plaisir, on va en discuter, discuter, bien sûr. Alors, t'as sorti un livre aussi, Steve, récemment. Tu nous en dis un peu plus? Oui, écoute, merci. J'ai sorti un livre qui s'appelle J'avais toutes les excuses. Croire en soi pour déjouer les obstacles aux éditions Duno. C'est les difficultés que j'ai connues dans la vie, qui ont fait que je suis cette personne que j'ai aujourd'hui. C'est aussi bien sur le côté, donc c'est un mélange de développement personnel et d'entrepreneuriat et de symboles de vie, tu vois. Comment j'ai réussi à rebondir, comment j'ai surmonté la maladie, comment j'ai surmonté le racisme, comment j'ai surmonté des obstacles, comment je suis devenu entrepreneur et comment je me suis lancé aussi. C'est disponible aux éditions Duno. C'est sur mon site aussi, parce que j'ai réussi à débloquer une clause où je peux le vendre aussi en direct. Sinon, c'est disponible un peu partout, à la Fnac, sur Amazon. Je vais mettre le lien dans le descriptif. Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu dis dans ton livre que tu n'aurais pas pu exprimer ou que tu n'arrivais pas à exprimer sur les réseaux? C'est-à-dire très bonne question, ça. Ouais, finalement, t'avais déjà à portée de main Instagram, YouTube, TikTok, tous les réseaux qu'on connaît. Donc, t'avais déjà plein de moyens d'expression. Oui. T'as choisi quand même de sortir un livre. Ça voulait dire que peut-être que tous ces réseaux ont un peu leurs limites. Donc, que tu t'as ressenti le besoin plutôt d'utiliser le média, le format livre. Donc voilà, la question c'est finalement qu'est-ce que tu as écrit dans le livre que tu n'aurais pas pu écrire sur Instagram par exemple? En fait, c'est une superbe question. En fait, tu sais, sur Instagram ou sur YouTube, surtout sur Instagram, c'est que les vidéos, elles étaient, il y a certains codes à remplir, certains codes, tu peux pas, pour que tu le sais très bien, il faut moins d'1 minute, faut qu'il y ait du rythme, et t'as les stories, elles sont rapides, pardon. Je t'en prie. Les stories, elles sont très rapides, tu vois. Et, elles sont rapides, dans le sens, ça dure 24 heures. Et en fait, le livre, c'était l'opportunité pour moi de pouvoir aller beaucoup plus dans le détail. Parce que, à moins de rester pendant, je sais pas, toute une journée, de raconter toute ma vie, c'était l'occasion pour moi d'aller dans le détail et de pouvoir structurer, toutes les étapes qui ont fait que je suis arrivé à cette méthode et à cette vie, tu vois. Et donc le livre, c'était, c'est un moyen où c'est beaucoup plus dans le détail. Tu peux sentir l'ambiance, la couleur, bref, tu peux vraiment te l'imaginer. Et surtout, je pense que tout le monde devrait écrire un livre. Moi, j'ai écrit le livre quand mon fils il allait naître parce que je voulais aussi qu'il ait une trace de mon passage et surtout de comment j'ai pu rebondir malgré les difficultés. Parce que je te dis, quand j'avais toutes les excuses, j'ai vraiment toutes les excuses pour rater ma vie, tu vois. Et c'était un moyen pour moi en même temps de donner des clés à mon fils, si jamais je partais, j'espère le plus tard possible, mais aussi à d'autres personnes. Et quand je vois les commentaires, tu vois, j'ai, je crois, 150 commentaires sur Amazon, je suis le seul à avoir 5 étoiles encore, sur l'écriture d'un livre, où des gens disent ça a changé ma vie, c'est une thérapie, ça doit être donné dans les écoles, pour la confiance en soi, pas mal de choses. Je pense que c'est important, j'invite tout le monde à le faire. T'as eu des retours dithyrambiques sur le livre, c'est vrai, j'ai vu beaucoup de stories passer de mise en avant de ton livre, encore bravo. J'avoue, je ne l'ai pas lu, mais je vais m'y mettre. J'ai plein de livres en retard. Ce qui semble important quand même dans tout ce que tu nous dis, Steve, c'est que ce que tu as vécu dans ta jeunesse a été très structurant dans ta façon de penser aujourd'hui, ta façon de faire, tes choix, l'importance de je sais pas, de la santé aussi, de tout ça. En tant que père, comment on élève son enfant, sachant que on a besoin de petites ruptures, de petites crevasses, de
des choses comme ça pour de petites aspérités pour dans notre jeunesse pour construire l'adulte de demain. Comment tu fais du coup avec ton fils? Tu crées ces aspérités, tu l'incites à se confronter lui aussi à des difficultés. Tu sais, il y a un de mes mentors qui m'a dit, je viens d'une famille qui est assez aisée au Bénin, mais en France, qui était pas du tout aisée, tu vois. Enfin, quand tu convertis les CFA en euros, c'était compliqué. Donc, j'ai passé, on a dormi à 7 ou 8 dans un 50 mètres carrés, en banlieue parisienne dans l'Essonne. Maintenant, j'ai de la chance d'habiter à Paris et je pense que, bref, ça m'a forgé. Et en fait, mon mentor me disait que, tu sais, les personnes qui avaient des difficultés, quand elles étaient plus jeunes, devenaient de personnes qui étaient très fortes et qui réussissaient, en tout cas quand elles avaient envie. Je dis pas que j'ai réussi, hein, mais et ensuite, l'erreur qu'elle faisait, c'est qu'elle créait des enfants qui étaient faibles. Et ces enfants-là créaient des personnes qui étaient fortes, et c'était ça le cercle de la vie. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Non, mais ça me semble hyper logique en fait. C'est un peu dans ce sens-là que je pose la question. C'est clair, ouais. Et tu vois, et c'est pour ça que t'as plein de personnes qui sont fortunées, qui ont fait, qui ont réussi, qui disent, écoute, je vais rien laisser à mes enfants, je vais les laisser, enfin voilà, je vais les éduquer pour qu'ils grandissent. Et moi, enfin, je suis beaucoup dans la formation, et donc par rapport à ce que je dis, par rapport à, je suis loin d'être ces personnes-là infortunées. C'est pas encore le cas. Je te le souhaite. Merci beaucoup, je te le souhaite aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, comment j'éduque mon fils, c'est que je le confronte énormément à la difficulté, tu vois. C'est tout simple. Là, on a essayé de le mettre à la crèche, et il était chez je te donne juste une anecdote. Il est né en août et il fallait qu'il soit avec les moyens. Et en fait, ils se sont rendus compte que par rapport aux moyens, je suis handicapé invisible, j'ai 80% de handicap et des choses que moi je ne peux pas faire, et vu que je ne peux pas faire, Gabriel, il les a développés, tu vois. Enfin, je lui dis par exemple, si pour 5 ans, si tu tombes, tu vas te relever, papa pourra pas te porter, pourra pas se baisser, il y a des choses que je peux pas faire. Et il a compris. Donc en fait, il est assez autonome. Mais au-delà du handicap, je suis toujours à le pousser, à le stimuler à faire beaucoup plus. Et tu vois les enfants, quand il va s'énerver parce qu'il arrive pas à mettre une case, je lui montre et je lui explique et je le laisse se débrouiller. Et je suis pas ce père, tu vois, qui va lui faire pour lui faciliter la tâche, mais tout de suite, j'ai envie de le confronter à la difficulté de la vie parce que la vie, elle est dure. Et je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais parfaitement. Mais tu vois, c'est moi, mon but, c'est de le confronter et de dire, ok, c'est dur, mais tu vas y arriver. Et je pars toujours du principe, et dans ma vie, je raconte aussi j'ai 8 frères et sœurs. Ah oui. Je suis le dernier, le 9e d'une famille de 9 enfants africaines. Et mon père m'a toujours dit, en fait, prends les échecs de tes frères comme les tiens, et ça te permettra de pas les reproduire. Une courbe d'expérience je pense, super rapide, quoi. Je pense qu'elle est dingue. Et donc c'est ça. Donc c'est après je l'accompagne du mieux que je peux, et tu vois, enfin, même si je suis très dans le digital, quand je rentre chez moi le soir, mon téléphone, je le pose dans la chambre, je le pose dans un coffre, et je n'y touche pas jusqu'à ce qu'il se couche, tu vois. J'y arrive pas. En fait, si tu veux, je me suis rendu compte que pourquoi je l'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que quand j'ai passé 2 semaines à l'hôpital, que j'étais, en plus c'était en plein Covid, tu vois, il est pas venu me voir, ma femme pouvait pas venir aussi parce qu'il y a pas de, il a fait énormément de choses, énormément de progrès. J'ai dit en fait j'ai pas envie de rater ça, tu vois, et j'ai envie de le vivre en vrai, et c'est pour ça que je le fais. Et c'est donc voilà. Peut-être qu'un jour on lira le livre de Gabriel dans lequel il racontera comment il a galéré à mettre ce carré dans ce trou carré et que son père ne l'a pas du tout aidé. Non mais je l'aide quand même, hein. Je lui montre, mais tu vois, j'essaie de en fait des choses évidentes qui sont évidentes, j'essaie de le faire. Après j'ai Sonia, le ban de Sonia sur Instagram, je vous invite à le suivre, enfin qui est une amie qui est la papesse de la parentalité pour moi et qui me donne beaucoup de conseils aussi. J'ai cette chance de l'avoir à côté, et on va la suivre, qui me conseille, et depuis et c'est ça aussi la force du réseau, tu vois. Avec Instagram, il y a des marques, il y a Biolan qui m'accompagne, et j'ai des marques qui m'accompagnent, et au-delà de t'accompagner, en fait, ils te donnent des experts qui t'accompagnent et qui font aussi que je fais mon expérience. Mais mais toi aussi, t'es un père de famille, je suis curieux de savoir comment tu non mais ça c'est vrai, ça m'intéresse vraiment, comment tu réagis toi
toi par rapport à eux? Je suis un peu comme toi, moi. J'ai ouais. tendance à les laisser se confronter aux difficultés, à ne pas les aider trop facilement. Bon, mais après, tu dis ça, mais parfois, t'es juste crevé, t'as pas envie qu'ils s'énervent, t'as pas envie qu'ils fassent une scène, donc tu les aides. Tu vois, par exemple, sur la chambre, tu vois, c'est un sujet, la chambre en bordel. Tu peux lutter pendant 1 heure pour qu'ils aillent la ranger, puis au bout d'un moment, t'es trop fatigué, t'as d'autres priorités, tu vas aller la ranger toi, tu vois. Enfin bref. Donc tout n'est pas rose, mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il faut pas trop leur faciliter la vie non plus. Mais, je pense. Allez, avant de conclure, j'ai 2 questions chapeau pour toi. Déjà, combien est-ce que t'as de chapeaux? 84. 84 chapeaux. 84 chapeaux. Dans des boîtes, tous, ou tu les empiles? Non, j'ai un mur à chapeaux dans ma chambre. Canon. Et elles sont accrochées au mur. Ok. Et tu les mets tous? Non, j'en mets vraiment 3. Ah ouais. Ouais, j'en mets 3. Ça va être très beau, n'empêche, ce mur à chapeau avec 84 chapeaux là. En fait, si tu veux, vu que je mets tout le temps des chapeaux, que ce soit en été ou en hiver, et que j'ai une marque de vêtements, et en fait, au tout début de ma marque de vêtements de Black Hats Paris, je faisais des chapeaux, et en fait, je me suis amusé à faire des chapeaux différents que je voulais avoir, et ensuite, en fait, j'ai fait des prototypes que j'ai gardés pour moi. Exactement, que j'ai gardé pour moi. Deuxième question chapeau, on dit qu'il y a des têtes à chapeau, c'est vrai ça, hein? Ça va pas à tout le monde le chapeau. Non, ça c'est vrai, ça ne va pas à tout le monde, tu vois. Même moi, il y a des chapeaux que je pourrais pas. Comment on sait si ça nous va ou pas? Alors, je suis pas la personne. Il n'y a pas une appli pour ça, tête à chapeau hors note. Tu vois, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, il y a une opportunité à créer un business autour de ça. Vous pouvez remercier Chris pour l'idée. Je prends 20% des parts. C'est clair. Pas des dettes, hein. Vous gérez bien. C'est clair. Non, mais il doit sûrement avoir une appli pour ça. Je pense que ça dépend une appli non, mais une technique pour ça. Je pense que c'est au visuel, tu vois. Après, il y a peut-être des formes de chapeaux qui vont aux uns et pas aux autres. Voilà, c'est ça. T'as un haut de forme. Moi, je mets un fedora, tu vois. Une fedora, pour ceux qui ne nous voient pas mais qui nous écoutent, donc c'est avec des bords très larges. Exactement, c'est ça. Et ça te va super bien, toi. Merci. Toi, t'as complètement une tête à chapeau. Ouais, merci. Et tu vois, typiquement. Moi, je suis pas sûr, tu vois. Toi, je te verrais plus avec un. Comment t'appelles ça? Moi, je mets des casquettes. Ouais, les casquettes, ça tirait bien, et je pense aussi que t'as en fait, par rapport à la forme de ton visage, qui est un petit peu plus allongé, ce serait là, on est en train de partir sur du conseil en images. J'ai oublié le nom, béton ciré, ils le font, donc du coup, ça s'appelle comment? C'est un bob? Non. C'est pas un bob. J'appelle ça un béton ciré, moi. Attends, comment tu l'appelles? Attends, on va regarder. C'est une forme de chapeau? C'est une forme de couvre-chef? Une forme de couvre-chef, et c'est quoi? C'est une petite visière, c'est ça? Tu vois, c'est ce type de chapeau. Ah oui, d'accord. Donc c'est une casquette sans visière. Voilà, c'est ça. Exactement. Casquette et casquette sans visière, je pense que ça tirait plutôt pas mal. Bon, je vais regarder. Et béton ciré, quoi? C'est une marque? C'est une marque qui a fait ça, et j'ai connu mais moi ça me va pas du tout, hein. C'est pas ça pour moi. Après, on est tellement habitué à te voir avec des chapeaux que on t'imagine avec rien d'autre. Ouais, non, c'est clair. Et tu sais, c'est tellement drôle ce que tu dis, parce que tu sais que autant on peut me reconnaître dans la rue avec un chapeau, autant j'enlève mon chapeau, je passe incognito. Ça peut être pratique si un jour vraiment t'as envie d'être incognito. C'est génial. Mais je veux dire, même des connaissances, des gens que je connais, hein. Enfin, j'ai 2 visages avec un chapeau ou sans chapeau. À la maison, non? Tu portes aussi le chapeau? Non, à la maison, quand t'as tes invités, oui. Oui, exactement. Quand j'ai les invités, oui. Mais sinon, non, en fait, à la maison, non, je rentre, je laisse le chapeau, et Gabriel, il adore le porter, il le porte. C'est sûr. Ça l'amuse. C'est sûr. Steve, un peu ton actu. On a bien noté que t'allais bientôt lancer ton podcast, peut-être même avec Orso Media. J'espère. Welcome. T'as d'autres perspectives, d'autres sujets? Mon actu, c'est toujours des conférences. C'est des conférences que je fais de façon régulière. Donc sur le site stevesongponou.com, vous pouvez le voir. Suivez-moi sur Instagram, stevesongponou, et je vais mettre tous les liens. C'est gentil. Et non, qu'est-ce que je peux dire comme actu, c'est que là on va refaire le site internet qui va sortir au 1er décembre. C'est plutôt l'actu du moment. Ok. Et non, c'est le gros projet, c'est de lancer le podcast, et peut-être avec Orso Media, et on va regarder ça de très près. Et puis il y aura peut-être une annonce à venir alors. Exactement. Et il y a un projet que
j'adorerais faire, mais j'y suis pas encore. Ça serait peut-être pour 2023 ou 2024. J'aimerais une série sur mon livre, tu vois, sur Netflix ou Prime, je sais plus, mais bon, ça sera en gros, ou Canal+, hein, s'ils nous écoutent. Mais carrément. C'est un gros projet que j'aimerais faire, mais bon, c'est pas encore à l'heure du jour. Eh ben, on te le souhaite. Et j'ai envie de dire aux gens, mais créez. Et au début, quand on ne peut pas, vous le faites, vous voyez comment ça va se passer et entourez-vous des gens comme toi, tu vois. Quand je suis arrivé là, le studio, je trouve assez dingue, tu vois. Les gens le voient pas, mais il y a trois caméras, il y a une table de mixage, une grande salle, c'est assez impressionnant. Ouais. Alors c'est vrai, mais nous notre conseil c'est aussi de dire on n'a pas besoin de tout ce matos quoi pour lancer un podcast. Nous on le fait parce que il y a quand même beaucoup de podcasts qui sont enregistrés ici. Et donc d'une certaine manière c'est un investissement qui profite à beaucoup, donc qui est largement amorti et qui a un équipement de confort. Mais la plupart des podcasteurs, mon associé Mathieu, s'est lancé juste avec 2 micros, un Zoom, et aujourd'hui il fait 700 000 écoutes par mois et c'est équipé au fil des années. Mais vraiment, comme tu dis, créez, lancez-vous, même avec les moyens du bord, parce que ce qui est important, c'est pas tellement la façon dont vous le dites, c'est ce que vous dites. Totalement, je suis d'accord avec toi, tu vois, c'est comme moi aujourd'hui encore, je crée Rails et tout, je l'ai fait moi-même, tu vois, et après sur d'autres, plus tu grandis, tu vas aller beaucoup plus vite sur d'autres. Moi je suis d'avis, tu sais que quand t'es pas expert en fait, pour moi l'incompétence coûte cher. Et quand t'es pas expert dans un domaine, c'est bien de s'entourer d'une personne pour pouvoir le faire aussi. Mais dans un premier temps, c'est clair qu'il faut le faire soi-même. Et puis une fois que t'as compris, pour accélérer, Exactement. Tu vas voir les meilleurs, comme toi, comme ton média pour pouvoir le faire. Merci beaucoup Steve, c'était vraiment cool cette heure. 1 heure tout pile, dis donc, au moment où je regarde le Zoom. Vraiment trop cool cette heure passée ensemble. J'ai appris plein de choses sur toi. On va évidemment se dépêcher de s'abonner à ton compte Instagram, à YouTube, et à suivre ton actu de très près et à écouter bientôt ton nouveau podcast. Écoute, merci beaucoup Chris, j'ai passé un super moment aussi et j'espère que tu viendras sur ma chaîne YouTube parce que j'adorais apprendre aussi de toi. Et ben avec grand plaisir. Bon, il y a tous les auditeurs qui nous écoutent là, c'est fait. Allez, merci salut infiniment, chapeau à toi. Ciao. Salut Chris.